Bonsoir. J'ai 5 frères et sœurs, 4 parents et 10 grands-parents. Une autre façon de dire la même chose est de dire que je suis une enfant de parents divorcés. C'est moins joyeux, hein ? Quand j'étais petite et que je disais que mes parents avaient divorcé, les gens avaient toujours ce petit air triste. « Oh, pauvre piche, hein !» Mais assez vite, ils se ressaisissaient. « Mais ça veut dire que tu as 2 maisons et 2 fois plus de cadeaux à Noël ?» Parce qu'il fallait pas me plomber, ma vie était déjà pas facile. Parce que c'est bien connu, tous les enfants de parents divorcés sont malheureux. Alors on ne va pas se mentir, évidemment qu'un divorce fait de la peine, évidemment qu'apprendre qu'on ne verra plus ses parents tous les jours, c'est voir son monde qui s'écroule, évidemment qu'il faut prendre des pincettes et protéger son enfant. Il arrive malheureusement à certains parents d'aller un peu trop loin dans limiter les dégâts et de mettre en place des stratégies pour éviter que leur enfant souffre tout court. Ce qui me semble un petit peu prétentieux, mais qui surtout ne fonctionne que rarement. Parce que oui, un divorce, ça fait de la peine. Ça ne veut pas dire qu'on va souffrir toute sa vie, mais sur le moment, être triste ou en colère, c'est parfaitement normal. Et essayer d'éviter ces émotions provoque souvent l'inverse de ce qu'on veut. Marcel a 2 enfants, une petite fille et un jeune garçon. Il est divorcé depuis 2 ans, mais dort tous les dimanches soirs dans l'appartement familial. Et puis ils partent une semaine en vacances aussi, tous ensemble en été. Et puis ils font Noël tous ensemble aussi, comme avant, parce que quand même, c'est Noël. Marcel m'explique que cette organisation est due au fait que sa petite dernière, Marie, 4 ans, ne supporte pas l'idée de la séparation. Et que tous les dimanches, quand Marcel dépose Marie chez sa maman, c'est la crise. Elle hurle, elle frappe, elle pleure, c'est une tornade de tristesse et de colère. Ils ont tout essayé pour que ce si petit corps ne soit pas submergé par ces émotions aussi violentes. Les discussions, les diversions, les punitions, rien n'y fait. La seule chose qui fonctionne pour apaiser Marie, c'est que papa dorme chez maman tous les dimanches. Transition en douceur. Transition qui est digérée par le grand frère, même si ça lui arrive encore d'être triste, mais qui surtout commence à être longue pour les parents, qui n'ont pas divorcé pour continuer à vivre ensemble. Hein ? Mais en même temps, c'est bientôt Noël. Ça lui ferait trop de peine. Ils ont raison. Ils ont raison, le Noël du divorce de ses parents restera un souvenir douloureux. D'ailleurs, en parlant de douleur, je lui ai dit, vous voyez, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous traitez ce divorce comme un pansement à arracher, et qu'il va falloir arracher de toute façon à un moment. À un endroit vraiment pas cool où il y a un peu de duvet. Et qu'à chaque fois que Marie crie « Aïe !», on le recolle, en disant « C'est pas grave, on essaiera la prochaine fois ». Et on réessaye la fois d'après, poil par poil, d'enlever ce pansement qu'il va falloir enlever. C'est que, au final, en essayant de faire en sorte qu'elle souffre le moins possible, on ne fait qu'augmenter la douleur de la tentative suivante. On a longtemps parlé avec ce papa, qui a lui-même parlé avec la maman, et il a été convenu plutôt que de demander à Marie de bloquer son émotion, de lui apprendre à la traverser. Le dimanche suivant, quand Marcel a déposé Marie chez maman, il lui a fait un câlin, lui a donné une écharpe avec son odeur, et lui a dit « Toi aussi, tu vas me manquer. Je serai très content de te revoir mercredi, mais d'ici là, c'est normal qu'on soit tous les deux tristes. Il est possible que moi aussi, je pleure un peu ce soir. » Est-ce que le dimanche se passe mieux ? Oui. Est-ce qu'elle a arrêté d'être triste ? Non, ses parents viennent de divorcer, bande de monstres. Blague à part. Ce que nous apprend l'histoire de Marcel et Marie, c'est que, la relation entre ce qu'un enfant ressent et lui-même est une relation à part entière, et que essayer de se mettre du coup entre ce qu'ils ressentent et eux provoque souvent plus de douleur que d'apaisement. Quand on recompose sa famille, on veut que ça se passe le mieux possible, évidemment. On a tous en tête l'image du beau-parent, détesté par ses beaux-enfants, qui le leur rendent bien. Juste, pardon, les miens sont dans la salle. Donc, Delphine et Maxime, je ne parle pas de vous. On aimerait tellement qu'il y ait une checklist, un protocole qu'on peut juste suivre pour se dire « j'ai tout fait comme il faut, c'est sûr, ça va bien se passer ». C'est oublier que la causalité A entraîne B qui entraîne C ne reflète pas la réalité, et que bien souvent, A et B ont un impact l'un sur l'autre, et pas forcément dans cet ordre. Tout est interactionnel, et parfois,
certaines choses se jouent, avant même qu'un mot ait été échangé. Prenons un parent divorcé qui, au bout de quelques mois, a rencontré quelqu'un et décide de construire quelque chose d'un petit peu plus solide. De manière tout à fait logique, il va prévenir son enfant tout doucement, pendant quelques semaines, en disant par exemple « Tu sais, si un jour je devais refaire ma vie, surtout ne t'inquiète pas, ça ne changera rien. » Ou alors « Tu sais, si un jour je devais me remettre avec quelqu'un, ce sera forcément avec quelqu'un qui t'aime. Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas. » On peut voir deux issues à cette façon de faire. La première, l'enfant est prévenu, sait que c'est une possibilité, et quand on lui présente son futur beau-parent, il n'est pas trop surpris. Deuxième option, l'enfant se met à se poser des questions qu'il ne se posait pas jusque-là. Pourquoi cette précision que ça ne changera rien? Ça pourrait changer quelque chose? Et quelqu'un qui m'aime, ça veut dire quoi? Attendez, on peut ne pas m'aimer? C'est que, en essayant de contrôler avec notre cerveau un changement qui va de toute façon amener un tas d'émotions, on risque de faire de simples difficultés qui peuvent se surmonter sans aide de vrais problèmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour réussir sa famille recomposée? Bonjour la conférence déprimante. Non, ça veut dire faites comme vous le sentez. Ne vous posez pas trop de questions, restez souple. Et si ce que vous avez mis en place n'a pas fonctionné, il sera toujours temps de s'adapter. Parce que oui, il arrive que dans les familles recomposées, les relations soient conflictuelles. Vous me direz, dans les familles traditionnelles aussi, on peut être relié par le sang et ne pas s'apprécier pour autant. Juliette, je ne parle pas de toi. Mais bon, ce serait une autre conférence, peu importe. Julie est une maman divorcée, à nouveau, qui vit avec Dorian, son fils adolescent, et Charles, son nouveau mari, depuis 6 ans. Et Julie n'en peut plus. Elle n'en peut plus tant les conflits entre son fils et son nouveau mari sont omniprésents. Dorian, en adolescent normalement constitué, rechigne à débarrasser la table, laisse traîner ses pots de yaourt, et persiste à manger dans le salon, alors qu'il sait que son beau-père ne supporte pas ça. Charles voit chaque manquement au règlement de la maison comme une remise en cause de son autorité, ce qui le rend irritable, voire agressif. Et entre les deux, Julie. Elle passe derrière Dorian, qu'elle ramasse ses pots de yaourt avant que Charles ne s'en rende compte, et lui dit régulièrement quand même tu pourrais faire un effort, c'est pas si grave. Quoi. Parce que tu lui vois un roulement d'yeux et de toute façon, tu es toujours de son côté alors que c'est un vieux con. Donc elle est un peu déçue, s'en va, croise Charles, et lui dit tu pourrais quand même faire un effort, et puis c'est quand même toi l'adulte. Ce que tu lui vaux, de toute façon, tu es toujours de son côté et beaucoup trop laxiste. Bref, Julie est fatiguée. Elle se sent comme prise dans un conflit de loyauté entre son fils et l'homme qu'elle aime, conflit de loyauté auquel elle ne voit aucune issue. Quand elle vient me voir, elle ne me demande qu'une chose, qu'ils s'entendent. Malheureusement pour elle, elle est venue pile la semaine où ma collègue avait cassé ma télécommande à rendre les gens sympas. Mag. Non, je lui ai pas dit ça, je lui ai dit vous voyez, le problème, c'est que vous essayez encore et de plein de manières différentes, d'intervenir dans une relation dont vous ne faites pas partie. Disons que les relations humaines sont comme des pelotes de laine. Il n'y a que 2 bouts. Or, pour défaire les nœuds d'une pelote, il faut tenir un des bouts. Quand on essaie d'intervenir sur une pelote qui ne nous appartient pas, on se retrouve au milieu, à rajouter des nœuds et à se prendre les pieds dedans. Je lui ai dit, la seule façon que vous avez de défaire les nœuds entre Charles et Dorian, c'est de couper le fil. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que vous vous posiez une question. C'est une question extrêmement difficile. Donc prenez le temps d'y répondre, c'est pas grave si ça ne vient pas tout de suite. Je lui ai dit, si vous étiez absolument sûre et certaine que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que vous fassiez, quoi que l'univers mette en place, Charles et Dorian ne s'entendraient jamais. Si vous étiez absolument sûre de ça, qu'est-ce que vous feriez de différent avec eux, ce soir ou demain matin? Julie a un peu écarquillé les yeux, parce qu'elle ne s'était jamais posé la question, évidemment. Donc je l'aide un peu à se projeter dans cette possibilité. Je lui dis, vous pourriez par exemple envoyer Dorian chez son père. Impossible. Vous pourriez envoyer Dorian en pension. Hors de question. Vous pourriez envoyer Charles en pension. Non, je plaisante. Vous pourriez quitter Charles.
Jamais. En thérapie brève, il est souvent question de renoncement. C'est encore plus vrai quand on parle de famille recomposée. Parce que la pression sociale est telle qu'il faut réussir sa recomposition. Or, quand toute notre vie n'est guidée que par des injonctions en « il faut que », c'est ce qu'on appelle un but conscient, au point que notre objectif soit inatteignable mais qu'on ne s'en rend pas compte, c'est comme vivre un peu face à un mur dans lequel on s'acharne à foncer encore et encore, sans même se rendre compte qu'il y a un mur. C'est un quotidien très douloureux. Julie, une fois mise donc face à ce mur qu'elle ne voyait pas un peu tous les jours, a réussi à répondre à la question. À la séance suivante, elle m'a dit « Si j'étais sûre que je ne pourrais rien y faire, alors j'arrêterais de me mettre entre les deux et je les laisserais se disputer sans m'en mêler. » Une assez sage décision, puisque en faisant ça, elle économisait de l'énergie et pouvait donc la remettre dans les relations qui comptent le plus pour elle, celles qu'elle a avec chacun d'entre eux. Il a donc été convenu qu'au repas suivant, elle leur fasse une annonce. J'ai bien compris que vous ne vous aimiez pas. Mais ça me brise le cœur, mais je ne peux rien y faire. Donc à partir de maintenant, j'ai décidé d'arrêter d'essayer de gérer à votre place et de me concentrer sur les moments que je passe avec chacun d'entre vous en individuel, parce que quand on est tous ensemble, ça ne va pas. Dès le premier repas, donc, ils ont trouvé un terrain d'entente, mais on t'a jamais demandé de gérer notre place. Ça fait toujours plaisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'aînée d'une fratrie de 2 filles, je suis devenue l'enfant du milieu d'une fratrie de 6 enfants qui ne partagent le même toit que 3 jours par semaine et jamais tous en même temps dans 2 villes différentes. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais ça revient au même. Un jour, je rigolais avec un de mes frères dans la salle de bain en attendant de pouvoir nous brosser les dents, quand d'un coup il est redevenu sérieux, m'a regardé et m'a dit « Mais en fait, t'es rien pour moi. » Donc sur le moment, je lui ai dit qu'il était con et qu'il faisait aucun effort. Réaction logique, vous en conviendrez. Il n'est pas là ce soir parce qu'il a décidé de réviser son bac. Merci le sens des priorités. Avec le recul, je me rends compte que ce jour-là, à nouveau, il avait fait preuve d'une intelligence supérieure aux autres enfants de son âge. C'est qu'en effet, depuis 3-4 ans, on partageait des week-ends, des goûters, des vacances, parfois une chambre. Depuis 3-4 ans, on était frères et sœurs, comme si c'était la chose la plus normale au monde. À l'époque, je m'étais concentrée sur le « t'es rien pour moi », quand tout était dans le « mais en fait ». Merci beaucoup.